j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Attends, je me sentirais trop comme un... Ouais, comme Vous en une voulez rockstar. encore? Ouais, c'est genre encore une. C'est arrivé à Melbourne, je crois, Ok. où j'avais fait mon spectacle et pour les Français. Et en sortant de scène et en revenant, les gens ils applaudissent quand tu reviens sur scène, mais là ils gueulaient ouais, one more, un truc comme ça. J'ai brûlé tout. J'ai plus rien. Si je vous fais 5 minutes, ça va pas être marrant, donc Ouais, c'est ça. j'ai rien fait après. Parce que du coup, la bise, ouais, elle est plus longue sur scène. Limite, tu pourrais l'annoncer comme une extended version. Genre que Ouais, tu the peux... director's cut. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça en français, les films qui sont la coupe directe. Ouais, je sais plus, c'est sélection, je sais plus, ouais. Non, Sélection du réalisateur. Ouais, C'est director's trop cool. cut. Director's cut, ça Ouais, sonne c'est mieux. exactement ça. Et Parce que donc, du coup, on va parler des deux vidéos et ton spectacle. Le spectacle #franglais, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il est bilingue, c'est un spectacle bilingue. Les gens qui parlent peu anglais peuvent venir te voir parce qu'en fait, on te comprend très bien. ouais. Mais je veux dire, et du coup, moi, ce que je trouve fou, c'est que si on parle un tant soit peu anglais, mais vraiment, même à un petit niveau, ça suffit parce qu'on comprend vraiment bien ton anglais. Mais moi, ce que je trouve fou, et ça m'avait fait ça quand j'étais au Bataclan, quand je t'avais vu au Bataclan, c'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, on remarque même plus quand tu switches du français à l'anglais, en fait. Il y a vraiment un truc où notre cerveau, il y a plus de... Tu te dis pas, ah tiens, il a switché de langue, en fait, ça se fait naturellement. Est-ce que D'accord. toi aussi, c'est naturel maintenant quand tu le fais, ou est-ce que tu as encore des moments où tu dis, tiens, il faut que je passe à l'anglais? Je me rends compte quand je change, mais il y a des moments où il y a des moments quand je suis sur scène, même si quand je change l'ordre, je le garde peut-être au moins 2 mois, 2-3 mois l'ordre que j'ai choisi. Et je le fais, et il y a des soirs où je me dis mais j'ai l'impression que je parle beaucoup trop anglais là, et donc je vais switcher en français, mais ça dépend vraiment du public. Quand j'étais en Australie, il y avait pas mal de gens qui étaient dans la salle qui parlaient pas du tout français, donc j'expliquais les choses un peu plus quand je racontais le truc en français. Là je venais vraiment du point de vue de en fait je suis anglais, je comprends pas ce concept là, et donc j'expliquais le concept en anglais dans ma tête, dans un anglais, lorsqu'en France maintenant j'explique pas le concept parce que tout le monde est au courant du concept. C'est juste que je dis c'est très bizarre le truc. Ouais, ok. Les blagues te viennent en français ou en anglais dans ta tête? En anglais. Ouais, anglais, j'écris en anglais et après je traduis ce que je peux en français. Et puis des fois ça marche, des fois il y a des mots et des trucs, des intonations. Mais il y a certaines blagues qui fonctionnent que en français et certaines qui fonctionnent que en anglais. Tu parlais d'Australie, ça c'est un truc que les gens savent peut-être pas, mais t'as joué ton spectacle dans énormément de pays dans le monde quand même déjà, enfin énormément, dans beaucoup de pays quand même. J'ai eu la chance de, un peu grâce aux vidéos aussi qui sont partagées énormément par les expats français dans d'autres pays. Du coup, j'ai eu la chance de jouer à Melbourne et à Sydney, à Melbourne et à Brisbane en Australie, et Hong Kong et Shanghai. Et donc c'était très marrant. Des petites anecdotes de voyage, de tournée. Tu t'es senti comme un rocker à partir genre au bout du monde. Ce qui était marrant, c'est que en fait pour l'Australie, je suis parti pour un festival francophone, donc le mois de juillet là-bas, comme c'est le 14 juillet, ils font des festivals francophones, enfin français en fait, où ils mettent plein de stands de bouffe, de fromage, de vin, de charcuterie et des animations. Et souvent, ils invitent un artiste pour faire un spectacle dans une autre salle qui est à côté. Donc, j'ai fait ça. Et ce qui était marrant, c'était que pendant le festival, je marchais un peu dans les stands et tout ça. Et puis, c'est vrai que les gens, ils étaient surpris de me voir. Les gens qui ne savaient pas que je venais, ils étaient là, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, en fait. On m'a invité de venir. Et déjà, je ne savais pas qu'il y avait une énorme communauté de Français dans ces endroits-là. Ouais, c'est ça, c'est marrant. Ouais. Et de les retrouver, c'est vrai, c'était assez sympa. Et je crois que limite, ces gens-là, ils s'identifient encore plus à ce que je fais, parce que comme moi, je parle d'être un expat en France, oui. Eux, ils sont expats ailleurs. Donc même si je parle de l'administration française et comment elle est bizarre en France, eux, ça va rappeler le truc qu'eux, ils ont dû faire en Australie ou en Chine. Exactement. Donc, mais c'était, je sais pas comment on dit, humbling. Ça t'a pas humiliant, mais non, humble. Enfin, ça t'a rendu humble, ouais. C'était en fait, c'était incroyable de savoir qu'il y avait des gens de l'autre bout du monde, même pas liés au spectacle. Il y a un mec que j'ai croisé sur un ferry à Sydney quand j'allais pour aller à une plage, qui m'a arrêté dans le ferry. Il m'a dit, excuse-moi, t'es pas Paul Taylor? Il a dû halluciner de te voir là. Ouais, et j'ai dit, et même moi j'ai halluciné, mais oui. Pourquoi? T'es qui toi en fait? Ouais.
Et en fait, c'était un mec qui habitait, c'était un Français, mais et je me rappelle plus où il habitait, mais c'était pas en Europe, ça, il habitait genre à Macao ou un truc comme ça. Et il était en passage, lui était en vacances en Australie, et c'était très bizarre. Et donc on a pris une photo ensemble, et puis c'était juste très bizarre. Okay. Sur le moment, tu te rends pas compte, mais c'est après, parce que sur le moment, des fois tu penses à autre chose et tu dis ouais, bah ça devient des fois normal que des gens t'arrêtent dans la rue. Ouais, mais quand j'y pensais, c'était vraiment, c'était cool. ouf, ouais, c'était vraiment très très cool. Et moi, il y a un truc avec la Chine quand même, c'est commencer de te balader c'était dans quelle ville de Chine que tu as Shanghai. De te balader dans Shanghai, donc voilà, c'est une ville chinoise avec tout le folklore chinois, etc. Ouais. Et tu rentres dans une salle pour aller jouer ton spectacle franglais quand même. Ouais. Tu vois, c'est quand même, je trouve, même visuellement, ça devait être, genre, c'est quand Ouais. même, non, c'était pas, c'est la même chose, c'est la même routine avant de monter sur scène, que ce soit à Paris au Sentier des Halles ou en Chine, ou c'est quand même différent. La même Routine, enfin la même façon d'aborder le truc, quoi. C'est-à-dire que là, c'est quand même un endroit où t'es dépaysé complètement avant de monter sur scène. Ouais, c'est marrant. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas, j'avais pas trop l'impression que c'était si différent que ça. Ok. Parce que en fait, quand j'étais dans les deux, j'étais entouré de Français en fait. Donc la fille qui organisait les spectacles à Hong Kong et Shanghai est française, son mari était français, Ouais, okay. et la communauté. Donc on était quand même avec des Français. Donc je me sentais pas si dépaysé que ça, mais oui, c'est vrai que se balader dans la rue, tu vois des trucs différents. Mais après, je crois qu'une fois que t'es dans la salle et t'as des lumières dans la gueule, en fait, c'est la même chose. peu importe où t'es. T'as le même sentiment, t'as les mêmes types de. Enfin, pour mon spectacle en France, c'est toujours 90% français, 10% expats anglais, américains public, qui habitent en France. Et à l'étranger, c'était pareil, 90% de Français expats dans ce pays-là et 10% d'autres gens qui sont mariés ou en relation avec les Français. Ils ont compris la moitié du spectacle, du coup. Ouais. Mais aussi, enfin, il y a des gens qui sont francophiles. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et qui comprennent un peu la France. Donc ouais, moi j'ai pas ressenti une différence entre, j'ai pas plus galéré ou moins galéré, ou c'était les blagues passaient pareil. Et quand il y avait une soirée molle, c'était toute la soirée, c'était pas juste certaines blagues ou certaines références, c'était vraiment juste la soirée où des fois il y a le public très français qui écoute énormément, qui apprécie vraiment le spectacle mais qui rigole pas. Ouais, c'est bizarre. Mais à la fin ils disent ouais, c'était génial, ça m'a changé la vie et tout ça. Tu fais bah, t'auras pu communiquer avec ta bouche parce que ta bouche a rien dit, tes bras étaient croisés et t'as kiffé. Ok, bah c'est tant ouf, mieux. Hein. Ouais, c'est ça m'arrive de temps en temps, genre tu dis mais t'as vraiment kiffé, t'es sûr? Parce que vraiment, ouais, promis, ok, bon, très bien. Tu peux ne jamais revenir dans ma salle s'il te plaît, parce que s'il y a des gens comme toi, c'est très compliqué. Ouais. Mais merci d'avoir rigolé. Ok, on va parler encore un peu de stand-up. Moi, j'aimerais du coup parler de tes vidéos What the Fuck France, mais ça sera un peu dans la transition de tout à l'heure. Ouais. Avant, j'avais des questions plus ponctuelles sur le stand-up. La première, c'est que t'aimes vraiment beaucoup le stand-up, tu connais le monde des stand-uppers, et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que t'as hâte de vieillir en tant que stand-upper? Parce que moi, je sais qu'en tant que stand-upper, j'ai hâte de vieillir, parce que je sais que plus je vais vieillir, meilleur je serai. Ouais. Parce qu'on sait que c'est un flux continu d'apprentissage et que plus on joue, plus on apprend. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est pas faire du stand-up, c'est pas un moyen d'appréhender la vieillesse de façon positive? Tu vois, de te dire c'est cool, je vais vieillir, je vais être meilleur sur scène, quoi. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais maintenant ça va me rendre moins suicidaire parfois. Non, mais c'est vrai, parce que souvent je sais pas, souvent je déprime avec la vie. Ouais, je dis ah putain, c'est la vie elle est courte, et tout ça. Et comme avec ma femme, il y a eu beaucoup de comment dire, pas de meurtre, c'est pas le mot que je cherche, de gens qui sont morts dans sa famille, des décès, c'est ça que le mot. Beaucoup de meurtres dans sa famille. Ils se sont entretués. Non, il y a eu beaucoup de décès, et donc d'ailleurs c'était quand son père est décédé aussi que j'ai eu un peu ma crise de quarantaine, mais à 25 ans, où en un mois il y avait son père qui est décédé et Steve Jobs, mon ancien grand patron entre guillemets, qui est décédé, et je me posais énormément de questions. Juste, tu dis ton grand patron, c'est que Paul a bossé chez Apple, c'était pas ton grand gourou, tu sais, parce qu'on pourrait croire si on sait pas qu'il a bossé chez Apple. Non, c'était mon vrai patron qui gérait la boîte dans laquelle je travaillais pendant 9 ans, et donc il est mort à moitié chemin de. Et ça avait vraiment. Ça te fait poser des questions, c'est ça. Bah du coup, tu peux te dire aujourd'hui qu'en tant que stand-upper, en fait, vieillir, c'est devenir meilleur. Moi, j'ai hâte. Il y a tellement de trucs que j'écris dans mon téléphone, et je dis, je suis pas assez bon pour aborder ce sujet,
ou même rendre ce truc marrant, et ça m'énerve, et je suis frustré parce que je sais que il y a du fond derrière, mais j'arrive pas en fait. T'attends quoi? Enfin, j'en Je sais ai pas. aussi, hein, c'est pas une question piège, mais le déclic Ouais. il va venir d'où, tu crois? Le temps en fait. Ouais, le temps. C'est le temps sur scène, c'est juste la pratique, la Bah, pratique, la pratique, la pratique. C'est un des métiers, je trouve, que tu peux pas apprendre. Ouais. Tu peux apprendre certains trucs qui vont t'aider à tricher un peu la mise en scène ou aller dans des cours de théâtre, mais vraiment le stand-up, quand c'est bon, c'est parce que la personne a galéré pendant des années à trouver sa voix, à trouver son style et à trouver son point de vue, qui peut pas venir d'une autre personne en fait. Ouais, c'est complètement ça. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir raconter ces blagues-là, mais bon, à mon avis, elles sont trop vieilles. Ouais, c'est ça. Parce Bah, que en 20 ans, ça n'aura pas de sens. Tu peux trouver des angles. Ouais. Après, ça, c'est une idée parfois. Avant de passer au sujet de la semaine, qui va englober pas mal d'autres questions que j'ai, même à propos du stand-up. Ouais. Mais du coup, j'aimerais poser juste une question plus sociétale, mais qui se rapproche aussi un peu de ce qu'on fait. C'est la question du rapport aujourd'hui entre la notoriété et la morale, où on voit qu'en fait, on est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui, plus ils sont connus, plus on se rend compte qu'ils font des trucs. En fait, ils tombent tous un par un parce qu'ils ont fait des trucs de ouf, horribles dans leur carrière. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et que du coup, on est dans un monde aujourd'hui où on a l'impression que avant il y avait une espèce de on adorait les gens connus, et voilà, plus les gens étaient connus, on les aimait, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que merde, attends, est-ce que je peux vraiment l'aimer, parce que ça se trouve c'est un connard dans la vraie vie, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de mecs très connus à l'époque qui ont été des vrais connards dans la vraie vie. Toi, tu commences à prendre un chemin de notoriété, et t'as rempli un Bataclan, t'as rempli l'Européen, t'as rempli des grosses salles, tu joues, t'as des vidéos à plus d'1 million de vues, enfin, tu fais pas mal de choses. Comment tu gères dans ta vie perso et avec ta morale le fait d'avoir une notoriété grandissante? Je sais pas si je le gère. En fait, moi, mon but dans la vie, c'est de rester moi-même tout le temps, en fait, et de rester fidèle à moi. Donc c'est pour ça que si quelqu'un me demande de dire un truc ou de pas dire un truc ou de faire un truc et moi je le sens pas instinctivement, je vais essayer d'arrêter de le faire. Et donc l'instinct, c'est important, tu penses? Ouais, je crois. Enfin, parce que je te vois souvent, moi, faire confiance à ton instinct, à te remettre en question, parce que pareil, il y a un autre truc qui est très spécifique de toi et que j'ai beaucoup appris de toi, c'est cette façon de te remettre en question souvent, peut-être même trop parfois. Mais du coup, effectivement, c'est peut-être inhérent au métier de stand-upper, mais c'est pas épuisant parfois, tu vois, de toujours devoir aller chercher des choses en soi pour dire est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je vais dans le bon sens, est-ce que c'est, tu vois, il y a des gens qui se posent une question une fois, il y a des gens qui font un bilan une fois tous les 10 ans. Nous, c'est une fois toutes les 7 minutes. Donc, comment tu toutes les 30 secondes, si ça rigole pas, tu fais ah ouais, cette blague, je pensais qu'elle était marrante, elle est pas marrante, et puis je crois que ça doit être épuisant mentalement. Je m'en rends pas bien compte parce que je fais ça. C'est vrai que mes 9 ans dans une boîte qui remet en question tout, en fait, ça m'a formé un peu. Parlons-en un peu, t'as bossé chez Apple. Ouais, donc j'ai commencé à 20 ans là-bas. Et j'ai arrêté quand j'avais 29 ans. T'es rentré chez Apple à Bac+2, enfin pour nous c'est l'équivalent de Bac+2. Ouais, c'était pendant mes études. C'était un boulot de temps partiel où j'étais vendeur dans les magasins. Et ensuite, 9 ans plus tard, j'étais devenu formateur. En gros, je faisais des formations pour des gens qui formaient les gens en magasin. Donc n'importe quel Apple Store, il y a des employés. Moi, je formais les gens qui formaient ces gens-là. Et donc c'était une vraie, comment tu dis, pas voyage de carrière, career path. Une voie, une voie de carrière, où je montais petit à petit l'échelle. Mais c'était une boîte c'est toujours une boîte qui remet en question tout ce qu'il fait tout le temps, et vraiment. Comment on dit, pas infligeant, what's the word, quand tu cherches la perfection, exigeant, merci, bien sûr. Ils sont vraiment exigeants sur ce qu'ils font, donc je crois que j'étais formé par ça. Mais Parce que du coup, avec ce métier-là, t'as parlé devant des gens, t'as voyagé, enfin t'as eu une vie de pré-stand-up quasiment. Mon pote, il m'a dit ça l'autre jour quand j'ai eu la chance de partir en Guadeloupe avec Canal+. Il m'a dit mais putain, t'es un connard toi, en fait. T'es passé d'un mec qui travaillait chez Apple, qui était payé pour voyager le monde et être devant des gens, à faire la même chose mais pour toi-même, en fait. Et c'est vrai que là je me suis dit ah ouais, j'ai beaucoup de chance, et puis et je suis content, en fait. Sans faire exprès, j'ai retrouvé ce que je faisais avant, mais sauf que là je rends pas les comptes à mon patron, que lui il rendait ses comptes à son patron, et 5 il y a 5 personnes dans la chaîne, là c'est, en fait, là, si je veux faire un truc, c'est pour moi, si je le fais pas, c'est pour moi. Donc c'est ça qui est génial avec ce métier.
très rapidement sur Apple avant de passer au sujet de la semaine. Du coup, c'est toi, tu fais partie des gens de façon inhérente qui font confiance à la technologie et en futur. Enfin, tu vois, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, tu te demandes avant d'être suspicieux et de se dire oula, c'est peut-être de la merde. Tu te dis ils ont fait ça pour une raison et t'abordes de la technologie de façon positive, non ? Oui, ouais. Comme j'étais dedans, en fait, comme je travaillais dedans et je voyais le. Est-ce qu'il parlait déjà d'intelligence artificielle à l'époque ? Non, C'est pas trop. nouveau, En fait, ça. ce qui est marrant, c'est que même étant employé d'une compagnie comme ça, t'es au courant de rien en fait. Ok. T'es au courant pas quand les nouveaux produits sortaient, c'était toujours la question. Alors, t'as pas un scoop il sort quand le nouvel iPhone ? En septembre, comme tous les ans. Ouais. Je sais pas plus que toi, mais le côté interne où on avait des conversations sincères, sincères, ça se dit ? Ouais, bien sûr. C'est pas un vin ? Sancerre, le vin. D'accord, Et sincère, le vin. On avait des conversations sincères avec du Sancerre Ouais, ça marche. sur l'avenir et sur des trucs comme ça. Donc moi, en fait, je fais confiance. C'est parce que forcément, j'ai travaillé pour la boîte, mais je fais plus confiance à une compagnie comme Apple que Google. D'accord. Pour la simple et bonne raison que Apple, l'argent qu'ils font, c'est en vendant des produits. Google, il n'y a aucun produit Ouais, ils vendent des données des gens. Donc forcément, il y a un autre truc là. Et c'est juste que je fais plus confiance. Après, C'est ça hyper se trouve dans 20 ans que je vais avoir tort et qu'il y a un truc qui va se retomber bien sûr. comme Apple. Mais En c'est fait, intéressant. ils ont menti tout le long. Mais moi, je crois pas en fait parce que j'ai rencontré Tim Cook. T'as rencontré Tim Cook ? Ouais, vite fait, ouais. Enfin, pas, Oui. on s'est pas assis pour une conversation. Et Steve Jobs aussi, j'avais la chance de le rencontrer. Et c'était des gens juste humainement. Des fois, quand tu rencontres des gens, tu vois humainement que c'est des bonnes personnes. Et Tim Cook, c'est une bonne personne. Je trouve que c'est complètement différent que Steve Jobs. Où Steve Jobs, il avait cette réputation d'être un peu un connard au boulot. Ouais. Et c'est ce qui a rendu peut-être un peu la boîte ce qu'elle est aujourd'hui. Mais Tim Cook, je trouve que vraiment, il a de la. Il y a une conscience. Un peu morale aussi pour la boîte, dans le sens où le nouveau QG qui vient d'ouvrir, la boîte elle fonctionne à 99% en énergie renouvelable. Ouais. Donc tous les magasins au monde, ils consomment pas d'énergie. C'est beau ça. Ok. C'est créé. Il y a tout un truc. Je crois que c'est en Caroline du Nord. J'en sais plus exactement où, mais ils ont une ferme de trucs solaires, un peu comme Tesla veut faire avec le Gigafactory. Et toute la compagnie, le nouveau QG, il est entièrement fait avec tous les emballages. Il y avait une vidéo qui sortait en interne, en fait, les emballages qui réduisaient de 1 cm d'épaisseur. En fait, ça voulait dire que sur les 50 000 trucs shippés dans un avion, en fait, tu peux en mettre 100 000 maintenant parce qu'il y avait plus de place, donc ça prenait moins. Donc c'était tout un truc et j'y crois en fait parce que j'étais dedans et je voyais en fait les gens qui travaillaient pour les équipes environnementales à l'intérieur d'Apple et les équipes de traiteurs dans les usines et tout ça. Et donc après ça se trouve que c'est un débat intéressant, la technologie et puis parce que je vois énormément de gens avec des autocollants sur les caméras d'ordi. Bien sûr. Les gens ils pètent un câble parce que l'iPhone 10 il y a de la truc faciale et tout ça, et puis les gens moi à la base je dis mais tout le monde s'en fout de toi en fait. On est 7 milliards sur Terre, t'es qui toi? Personne va t'espionner. Après si t'es George Clooney, peut-être il y a un mec qui va essayer de hacker son truc. C'est ce qui s'est passé avec genre Jennifer Lawrence où son compte iCloud a été hacké, mais c'était juste parce qu'ils ont deviné son mot de passe. Enfin, ils ont fait le mot de passe et il y a des photos qui sont sorties de elle. Donc si t'es une grosse personnalité, oui, mais après je crois que les gens, la majorité des gens, ils ont pas de risque d'être espionnés. Après, quand tu regardes Black Mirror, après tu dis je vais couvrir tout. Edward Snowden ou des trucs comme ça. Edward Snowden qui a un discours hyper grave. Le père de... moi je vivrais en Russie, je vivrais en tant que réfugié politique en Russie, j'aurais peut-être un discours négatif aussi finalement. Ça explique peut-être quelque chose. Mais quand t'es sur Paris dans un 20 mètres carrés, tu dis pas en fait le monde me cherche. Mais le père de ma femme, lui il mettait du savon sur ses fenêtres parce qu'il avait peur que des gens l'espionnaient. Donc il y a vraiment... Je me souviens, moi c'était... L'anecdote la plus marrante que j'avais de travailler chez Apple, c'était quand j'étais en magasin. Il y a un mec, un vieux qui était venu avec son iMac avec comment tu dis, de la cellophane, de la protection. Non, le truc en cuisine là, le papier cellophane, c'est ça. Mais il y a un autre mot. Papier d'alu.
Non, pas l'alu, justement, le truc plastique. Ouais, c'est ça. Fraîcheur, film ouais, fraîcheur ouais. autour de tout l'ordinateur. Ok. Et quand les techniciens voulaient, il y avait un problème avec son disque dur ou je sais pas, ils ont dit il va falloir qu'on ouvre. Le truc, elle a dit non, parce que y a un virus qui va rentrer. Et du coup, il pensait que protéger son ordinateur avec le film plastique, ça allait empêcher les virus à rentrer. Et c'était hilarant. Et donc du coup, vous avez réussi à le calmer ou non, en fait, il a pété tellement un câble qu'il était dans la salle où les gens réparent chaque magasin, ils ont une salle où les gens y réparent et il y a des tapis antistatiques et tous les trucs. Et donc il était là en train de regarder le technicien ouvrir son Mac et le réparer. C'était incroyable. Incroyable. C'est ouf. Hein. Mais ouais, il y a une grosse. Il y a un gros débat et puis oui, c'est un débat, mais bon, du coup, c'est agréable de temps en temps d'avoir un discours qui est pas un discours de on est surveillé par tout le monde. Ah, mais moi, il faut se détendre, quoi. Ça fait une semaine que j'ai l'iPhone 10 parce que je suis un peu un geek d'Apple aussi, donc j'achète tout ce qui sort parce que voilà, j'aime bien ça et tous les gens ils sont mais non, la reconnaissance, facial ID, je sais pas comment on dit ça, la reconnaissance visuelle, tout ça, ils vont tester. Il y a ça, le prix qu'on fait débat, Hein, le prix et la reconnaissance. Oui, faciale. le prix, c'est plus le. Après, maintenant, c'est un ordi quasiment ton truc. En fait, moi je me disais, tu sais, quand les gens ils disent ouais, la batterie c'est nul et tout ça, je dis mais en fait moi je fais plus sur mon téléphone que je fais sur mon ordi. Mais mon frère n'a plus d'ordi, par exemple. C'est vrai. Et c'est un geek, enfin c'est quelqu'un qui est au courant de tout ce qui se passe et tout, et il a plus d'ordi parce qu'il dit de toute façon avec un iPhone, il a pas le 10, il a le 7 je crois, mais il dit, avec un iPhone je fais tout ce que j'ai envie de faire en fait. Ouais, pareil, quasiment tout ce que je fais. Après il y a des choses qui sont énervantes, genre Facebook. Quand t'as une page pro, Facebook, t'es obligé de faire des trucs sur ton ordi. Regarder un film dans le train. Ouais. Le porno, c'est chiant aussi. Ouais, ça dépend. Il est lourd le 10, donc du coup j'ai la crampe à la main maintenant. Donc. Ok, en tout cas c'était hyper intéressant de parler de tout ça. Je suis hyper content. En vrai, je vais ouvrir le sujet de la semaine parce qu'après on pourra dévier sur d'autres choses et puis il y aura des questions qui vont rentrer dedans. Mais en fait le sujet de la semaine c'est, je veux pas utiliser le mot expatrié parce que justement je trouve que c'est un mot quasiment trop ancien maintenant par rapport dans le monde dans lequel on vit. Moi le sujet de la semaine ça serait plutôt faire sa vie dans un pays qui est différent du pays dans lequel t'es né toi. Ah ouais. Tu vois, t'es en train de faire ta vie dans un autre pays. Tu vois, ta vie d'adulte, elle a commencé. Tu vois, enfin, t'as rejoint ta femme à quel âge en France? Moi, j'avais 22 ans quand j'ai déménagé 22 ici. ans, donc ça fait 8-9 ans que t'es là. Ouais. Et du coup, le moment où on se forme, c'est la vingtaine, la trentaine, ces moments-là. Et du coup, ta vie, t'es en train de la faire sur un autre sol que là où t'es né. Ouais. Mais moi, je veux pas en parler de façon expat ou quoi que ce soit. Enfin, on va en parler un petit peu, évidemment, de ces trucs-là, mais. C'est déjà première chose, c'est est-ce que en fait c'est vraiment quelque chose de si différent ou est-ce qu'en fait on est en 2017, c'est le monde et que t'es juste dans un endroit du monde où t'as trouvé ta place mais que tu fais pas la différence, ou est-ce que quand même t'as un côté de home, ma maison c'est l'Angleterre et je suis en France, ou est-ce que tu vois ça comme un grand monde et t'es juste à un endroit en ce moment? Un peu les deux. Avec qui tu parlais de ça sur le genre en 2017, c'est qu'on puisse pas juste aller n'importe Charles où. Nouveau, avec Charles Nouveau, ouais. C'était ça. C'était trop bien. J'ai vraiment aimé cette conversation là parce que je suis un peu d'accord dans le sens où pourquoi on peut pas juste habiter là où on veut habiter. Moi à la base, donc j'avais 21. J'avais passé 8 mois au Québec et 4 mois en Australie avec Apple parce que il fallait que je sorte parce que j'étudie les langues à l'université, il fallait que je parte pendant 1 an. Et quand j'étais en Australie, j'ai tombé amoureux de ce pays, mais je pouvais pas rester. Parce que c'était pas possible. Ouais. Et ça m'énervait de voir des gens qui étaient, c'est pas moins qualifiés, mais qui faisaient moins par rapport à ce que moi j'aurais apporté. J'aurais travaillé, faire mes impôts, enfin tout dans ce pays-là, mais je pouvais pas parce que j'avais pas le visa et puis j'étais pas assez. Mais il y a des gens qui gèrent des magasins du coin de la rue qui sont là, je sais pas comment. C'est fou. Et ça m'énervait. Je dis mais en plus c'est un ancien, enfin c'est un pays du Commonwealth et il y a pas d'accord. Et donc je suis d'accord avec ce truc, on devrait pouvoir. Mais après c'est facile à moi de dire parce que je suis privilégié, je suis un homme, je suis blanc, je suis hétéro. Enfin, bien sûr. C'est facile de dire ça de ce point de vue-là. Mais je me sens quand même plus anglais. Ouais. Dans le sens où j'ai pas on parlait de Johnny Hallyday là tout à l'heure. Ouais. Et moi, je sais qui c'est parce que je sais que c'est une grosse personnalité, mais j'ai pas de souvenirs à écouter ça. En fait, mes souvenirs de lui,
ça vient d'il y a 5 ans en fait. Quand j'ai entendu son nom pour la première fois, j'ai dit c'est qui? Ils m'ont dit bah c'est ce mec-là. Et après, au fur et à mesure, je dis ok, chaque fois qu'une personne fait une référence, en fait, je me sens très perdu des fois dans des soirées avec des potes et il y a des conversations françaises sur soit un film, soit une série télé, soit des chansons. C'est ça, c'est la culture est faite de références et qu'effectivement la nation française en soi, effectivement, vive n'importe où ça va, mais effectivement, il y a des discussions où effectivement, par exemple, à Johnny Hallyday qui est mal en point en ce moment, malheureusement, et on lui donne de la force au cas où, parce que c'est quand même un monument de la culture française, mais justement, paradoxalement, un monument de la culture française que tu connais quasiment pas, alors que tu vis en France depuis 8 ans et que tu y as vécu les 3 premières années de ta vie, je crois. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas d'accent, d'ailleurs. Ouais, je suis entre 4 et 9 ans, j'étais en France. Entre 4 et 9 ans. Du coup, d'où la raison que tu n'aies pas d'accent. Après, il faut aller voir le spectacle pour rigoler. Mais entre avec 4 et 9 ans, t'es dans tes Power Rangers, quoi. Enfin, y a rien. Oui, tu t'en fous. Moi, j'étais à fond dans les jeux vidéo, donc je jouais les jeux vidéo, enfin Sonic et tout ça. C'est ce que je me souviens de la France quand j'étais petit. Mais je me souviens pas de grand chose d'autre. Des choses américaines. Ouais, de Sonic the Hedgehog, c'était mon jeu préféré. Et puis, il y avait je me rappelle plus le jeu sur la Master System, mais bref. En fait, pour moi, c'était ça. J'ai passé mes années ado en Angleterre. Ouais. Entre l'âge de 9 ans et 22 ans. J'étais en Angleterre, à part 2 ans où j'étais en Espagne. Ok. Mais quand même dans une école britannique. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as autant bougé? En fait, mon père, quand j'avais 2 ans, il travaillait dans l'informatique, il travaillait dans les banques en fait. Okay. Il créait des logiciels pour des banques. Et quand j'avais 2 ans, il avait un boulot à Genève. D'accord. Donc avec ma mère et lui, on est parti à Genève. On a habité 2 ans. Quand j'ai eu 4 ans, en fait, on a déménagé en France. Lui, il continue à travailler en Suisse. Okay. Et nous, on était de l'autre côté de la frontière. Okay. Et après, mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Et je suis rentré en Angleterre avec ma mère. Et puis après, entre-temps, lui, il était parti en Espagne. Et j'ai vécu 2 ans avec lui, entre 14 et 16 en Espagne. Et après, je suis revenu en Angleterre. T'as quand même beaucoup voyagé, quoi. Ouais. Donc, ouais, toutes les références. Après, je pourrais être dans une soirée anglaise. Et je serais à l'aise en termes de parler des trucs que nous on connaissait avec des gens de mon âge en tout cas. Okay. Et parler des références, quand on avait 14 ans, tu te souviens ça, ça oui. Donc c'est pour ça que je me sens quand même un étranger en France. Mais je me sens un peu un étranger partout où je vais. Okay. Parce que quand je rentre en Angleterre maintenant, les 9 dernières années, j'ai pas regardé la télé anglaise. Ouais, je sais pas les groupes anglais qui sont sortis. Donc La famille royale quand même, c'est un truc pour toi? C'est un truc, je sais que ça existe et puis non, parce que les Anglais quand même, il y a un truc. Même moi j'ai des potes, enfin j'ai une pote notamment, la copine de mon cousin qui est fan de la famille anglaise, quoi. Il y a des gens comme ça qui aiment la famille anglaise, quoi. La famille royale anglaise, je veux dire. Ouais, le truc que j'aime bien, c'est plutôt de la reine. C'est que, et ça va revenir un peu à mon temps chez Apple, je trouve que c'est une image de marque, la reine de l'Angleterre. Et c'est le seul pays qui a eu la même image de marque pendant 60 ans en fait. C'est ouf. Dans le sens où la France, il y a un nouveau président tous les 5 ans, ou ça dure pas plus que 10-15 ans au maximum. 14 ans. 14 ans c'était plus long. Mitterrand 14 ans le plus gros et 12 ans Chirac et après c'est 5 ans. Et pareil aux États-Unis, mais l'Angleterre c'est vraiment, ça fait 60 ans, donc ça fait 2 générations que cette femme-là, c'est le logo de l'Angleterre. Et je crois que c'est ce qui rend assez c'est une des raisons pour laquelle les gens ils disent ouais c'est cool l'Angleterre machin, parce qu'il y a eu juste ce truc. C'est intéressant parce qu'au niveau de la royauté, en fait moi c'est un débat que j'avais pas du tout jusqu'à il y a peu, et en fait j'ai vu des gens en parler intelligemment, parce qu'au début je croyais que les gens qui voulaient par exemple que la royauté revienne en France c'était que des illuminés qui disaient n'importe quoi, alors qu'en fait il y a quand même un débat hyper intéressant sur le fait d'avoir un roi dans un monde moderne, parce qu'il y a quand même quelques grands pays comme la Belgique, comme l'Angleterre qui ont des rois, l'Espagne, et en fait ils expliquent que en fait, pour un peuple, pour une nation, en fait, le fait d'avoir un roi, c'est le côté symbolique, et après, t'as le gouvernement pour le côté faire des choses. Mais qu'en fait, en France, par exemple, c'est difficile parce qu'on est un pays avec une grosse culture de royauté. On a eu beaucoup de rois, et qu'aujourd'hui, en fait, il nous manque d'un symbole, d'une autorité suprême entre guillemets, qui n'est plus l'autorité. On sait très bien que la reine d'Angleterre, c'est pas Dieu sur terre comme les anciens rois pouvaient se dire. On est Dieu sur terre. Ils sont modernes, mais il y a une autorité mystique entre guillemets qui existe, quoi, qui est intéressante. C'est un pouvoir sans être un pouvoir. Elle a pas de pouvoir, c'est le gouvernement. Même qui pas a l'armée, elle a rien, non, c'est pas ça, non, elle a rien du tout. Non, elle est juste très riche. Elle est très riche et puis et puis il y a beaucoup d'argent de l'État qui va à la famille royale et des choses comme ça. Ouais, énormément. Ça énerve pas les gens en Angleterre? Oui, justement, en fait, t'as la moitié du pays qui aime bien et c'est cool. T'as l'autre moitié qui déteste ça et puis et trouve ça que c'est une perte d'argent, etc., etc. Après,
je trouve que vraiment c'est une image de marque et c'est un logo Ouais. du pays qui a rendu le pays un peu cool. Mais en fait, il y a des gens qui ont grandi et vieilli avec elle. C'est ouf. Tu vois, des gens qui ont 80 ans, qui ont vécu la guerre avec elle, qui ont sorti de la guerre avec elle, qui ont vécu tous les premiers ministres. Je crois elle a eu 16 premiers ministres, je C'est un crois. truc de ouf. Mais c'est la personne qui reste Elle est pour là. cette génération-là. Et dans un sens, on se dit, il y a quelqu'un qui je sais pas, c'est difficile à exprimer. Après, je trouve que quand elle va mourir bientôt, parce que je crois qu'elle a 90 ans, elle a eu 90 ans, donc ça va pas tarder, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais ouais, c'est intéressant. Du coup, ouais, t'as quand même une grosse culture anglaise. D'ailleurs, vis-à-vis de ça, on pourrait parler de le fait de vivre en France aujourd'hui. Ouais. Déjà, une question très ponctuelle, mais est-ce que tu te sens un peu français quand même? Ou est-ce que c'est dur à dire? Non, c'est pas dur à dire, c'est juste que je me sens pas crédible Ok, à le dire parce qu'il y a tellement de trucs que je connais pas. ok, c'est une question de crédibilité. Et ouais, des choses que je devrais connaître si j'étais français, tu Mais vois. attends, mais même moi, quand on me demande si je me sens français, je sais pas trop quoi répondre en vrai. Hein. C'est pas Ouais. une question piège parce Oui, qu'en soi, ouais. c'est. Enfin, tu sais, c'est ce que je disais, je sais plus avec qui, mais en soi, quand t'as grandi dans le Berry ou à Paris, t'as déjà eu deux vies tellement C'est différentes que c'est bizarre d'intégrer Ah ouais. ça dans un seul mot français. C'est vrai, ouais. Donc en soi, c'est une question un peu bête, mais juste pour savoir comment Ouais, le fait que tu parles de crédibilité. Mais est marrant, ouais, il y a par des exemple. choses où je me sens français, où j'aime bien des trucs en France. Ouais, Et il y a des trucs, mais c'est pareil partout, tu vois. Il y a des trucs en Angleterre que je déteste et des trucs que j'aime bien. Mais c'est juste en termes de culture, si je devrais dire, ouais, ok, qu'est-ce que tu te sens plus? Même si je crois que techniquement, j'ai vécu plus de temps dans les pays francophones que anglophones. Je me sens plus anglais juste à cause du fait que quand je suis devenu une personne dans mes années adolescence, whatever, teenage years, je suis devenu. Je mettrai les sous-titres. Ouais. Je suis devenu une personne. Tu deviens une personne quand t'es cet âge-là. Et je suis devenu une personne en Non, mais c'est une Angleterre. question hyper. De toute façon, la double nationalité, quand j'en ai parlé avec Hakim, par exemple, qui disait qu'il est 100% français, il est 100% tunisien et que il est né en France, qu'il a du sang tunisien. Et effectivement, de toute façon, c'est des débats compliqués, encore plus en 2017, où Hakim avait conclu en disant de toute façon, si ça tenait qu'à moi, j'aurais 17 passeports. Moi, tu sais, genre. Grave, ouais. Bah, j'ai la nationalité irlandaise aussi, du sud. C'est vrai. Parce que ma mère elle est irlandaise mais je me sens pas du tout irlandais. Ouais, mais même pas je peux pas. Je me dis oui, je suis à moitié irlandais, mais j'ai jamais vécu là-bas. D'accord. J'ai passé très peu de temps là-bas en vacances et tout ça, et je connais pas. Même si la culture est très proche. Enfin, pour moi en général, la culture de la majorité du monde est très proche. Vraiment, les gens sont pareils partout dans le monde. Ouais, ça, après c'est intéressant ça. Il y a des petites Tu choses. trouves vraiment que les gens sont pareils partout? Ouais, comme j'ai eu beaucoup de chance de voyager partout, au fond du fond, tout le monde est pareil. Ah, c'est beau. Tout le monde est un peu égoïste. Tout le monde veut, chacun pour sa gueule en général. Même si on aime bien aider les gens, mais c'est vraiment tout le monde. Après, oui, il y a des films différents, il y a de la bouffe différente, il y a des langues différentes, mais le comportement de l'humain est un peu pareil partout. J'ai constaté. Et quand on est face à certaines situations, et c'est vraiment intéressant. Mais donc du coup, ouais, je me sens pas du tout irlandais. Pourtant, j'ai la nationalité irlandaise. Et du coup, pour reparler un peu de scène, on va revenir un peu vite fait au sujet de la scène et des vidéos. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée, parce que moi je te connais bien et enfin tu vois, tu passes par les comedy clubs, tu fais tout le truc et tout. Et est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit merde, est-ce que t'as eu peur un jour d'être dans l'image, parce qu'un stand-upper déteste les cases par essence. Et est-ce que t'as eu peur un jour de la case je suis l'anglais qui se moque des Français? Oui. Et si c'est le cas? Et non. Enfin oui, et après j'ai accepté ça parce que quand je suis sur scène, je parle de ça parce que j'arrive, quand j'ai essayé plusieurs fois de parler de trucs normaux que tout le monde parle, le métro ou enfin les trucs qui en fait ça marche pas du tout. Il n'y a pas d'affect dans ce que tu dis. Ouais, c'est juste que je me suis dit ok, je vais faire les premières fois où je faisais rire, c'était parce que je suis anglais, je suis en France, et voici ce que je vois. Et après je me suis dit c'est peut-être facile, peut-être que je triche le système. Non, tu triches pas du tout, c'est ce qui te touche le plus et c'est ta vie. D'ailleurs on le voit bien à travers ce qu'on est en train de dire depuis le début, ta vie est faite par ça, et l'instant parle de sa vie, et ta vie a été formée par cette double façon d'être né en Angleterre, d'avoir passé 4 à 9 ans en France, puis d'avoir fait ton adolescence en Angleterre, puis d'être enfant. Enfin évidemment que c'est normal qu'il y ait un ping-pong, et je trouve que le hashtag franglais,
au-delà de, parce que toi t'as explosé, on en parlera plus tard, mais pendant le Brexit où il y a eu un truc un peu genre sur l'Angleterre, mais au-delà de tout ça, en fait, le hashtag franglais, ça a fait sens pas juste pour l'anglais qui est en France, c'est parce que c'est ta vie en fait, le hashtag franglais. C'est ça. C'est surtout, en fait, c'est ce que les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est ta vie franglais, tu vois. Bah, donc et c'est ça en fait, c'est sûr que là pour l'instant, parce qu'en fait c'est surtout en France, mais partout dans le métier entre guillemets, les gens ils ont besoin de placer des gens. Ouais. Ils ont besoin de dire bah lui c'est le mec qui parle de cul, lui c'est le mec qui fait des one-liners, lui c'est le mec donc là, technologie. On parle de Bigard, on parle de Roussin. Joseph Roussin. Lui c'est le mec qui parle de politique. Lui, et donc là moi je suis le mec anglais qui est en France. Mais par exemple si t'as un deuxième spectacle, est-ce qu'il serait potentiellement que en français, que en anglais, encore dans les deux langues? C'est mon idée. Enfin moi mon but c'est le prochain spectacle de faire un spectacle qui serait jouable entièrement en anglais. Que les Américains, les Anglais, les Néo-Zélandais comprendraient, parce que ce sera des trucs de ma vie, mais de la vie en général, et que je pourrais jouer en français et que je pourrais jouer en espagnol, et que les Espagnols comprendraient. Mais t'as déjà joué en espagnol? J'ai fait 2 scènes ouvertes en espagnol, j'ai fait 10 minutes. J'ai envie de le fois. faire, parce que j'ai vécu un an en Espagne et j'aimerais bien essayer un jour, mais je me demande, parce que moi, typiquement quand j'étais en Espagne, j'étais en couple avec une Espagnole, et une des raisons pour lesquelles ça a duré que 3 mois et que ça a pas duré, c'est parce que j'arrivais pas à la faire rire autant que je voulais, parce que c'était pas ma langue maternelle, et qu'on était en soirée et je voyais des mecs la faire énormément rire, et moi ça me faisait péter un plomb. Je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas quelqu'un de tout ça, mais je me disais, si je fais pas énormément rire la personne avec qui je suis, c'est qu'il y a pas d'avenir entre guillemets, parce que moi ça me touche vraiment. Et du coup je sais qu'en Espagne, les mecs qui me faisaient trop rire, ils avaient un phrasé, ils avaient des expressions, grave. Et du coup j'ai peur que ça soit dur de faire rire en Espagne. Tu cartonnerais. Comme Gad aux États-Unis, comme Eddie Izzard quand il vient ici. En fait, dès que t'es étranger, tu triches. En fait, c'est ce que je disais. Enfin, moi, je me sens vraiment que j'ai triché le système, dans le sens où c'est pas que je mérite pas ce que j'ai, mais j'ai quand même j'ai trouvé mon truc tout de suite sans le chercher. Bah, je suis anglais, j'habite en France. Quand j'ai fait mes 10 minutes en Espagne, ça avait bien marché parce que contrairement au français, quand je parle espagnol, en fait j'ai un accent français, ce qui est très marrant quand je parle espagnol maintenant. Et donc tout de suite je suis l'étranger, donc ils sont là, ah ouais, j'ai envie d'entendre ce qu'il a à dire. Et forcément quand Gad il est parti aux US, bah il a pas trop galéré tout de suite parce que forcément c'était le français en plus, enfin il est même pas français, enfin il est marocain. Franco-marocain, mais un truc marrant avec Gad, c'est qu'il y a un journaliste qui m'a posé la question, il m'a dit toi t'es l'anglais qui te moque des français, je t'ai labellisé comme ça, normal. Et puis après je me suis posé la question, mais c'est marrant parce que Gad il était jamais labellisé le marocain qui se fout de la gueule des français. Mais il est venu en France quand il avait 22 ans. J'ai regardé son truc. Il a jamais vécu en France jusqu'à ses 22 ans. Je savais pas. Il a fait le Maroc. Ensuite, il a vécu à Montréal. C'est fou ça. Et ensuite en France. Donc lui, c'était vraiment plus un étranger que moi, limite. Ouais, c'est fou. Même s'il parlait bien, enfin, il parlait français, c'était sa langue maternelle. On apprend un sacré truc là en vrai. Ouais. Mais lui, il a jamais été. Même s'il il se foutait de la gueule de la culture française et tout ça. Mais comme il parlait français de langue maternelle, mais il est la première fois qu'il a vécu en France, il avait 22 ans, pareil que moi, ou 21 ou un truc comme ça. Mais je crois que ça fonctionnerait bien si tu partais en Espagne. Dès qu'on est un étranger, il y a 10% de plus en fait. Tu gagnes un peu le public, t'as l'attention du public plus facilement quoi. Ils veulent savoir ce malheureusement là par exemple, du coup ça c'est un autre truc, c'est What the Fuck France qui a été ton premier programme. Maintenant c'est What's Up France, c'est les 2 programmes que t'as fait. What the Fuck France, ça a rencontré un succès incroyable. Enfin voilà, j'ai eu la chance de participer à l'écriture de beaucoup d'épisodes et What the Fuck France, pour moi, c'est vraiment... déjà, c'est ouf parce que c'est le premier programme en VOS TFR sur la télévision française. C'est quand même pas rien. Et en fait, moi, ça, c'est une question que j'avais vis-à-vis de ça. C'est... alors déjà, What the Fuck France, c'est un truc qui va se reconsommer, pour moi qui va devenir culte. Ce sera un document qui peut se regarder encore dans 10 ans, qui perdra pas de valeur parce que c'est pas en créant le temps. Et du coup tu joues pas mal sur les clichés de France où on a étiré ça un peu dans tous les sens, mais c'est avec une sacrée ambition. Déjà j'ai une question, quel est ton cliché français préféré? Ou les 2 ou les 3, mais genre il y a des clichés qui te disent ah là ça pour le coup ça c'est un vrai cliché, enfin même si c'est un cliché faux hein, genre il est pas obligé d'être vrai, mais celui qui fait le plus rire. Que les femmes sont poilues,
Ok. On n'a pas touché ça dans les vidéos parce que c'est pas le cas. Ah, ouais. Il y a plus de body minutes en France que Starbucks. Ouais. Donc les femmes sont pas du tout poilues, mais je sais pas pourquoi il y a ce stéréotype dans le monde anglophone que les femmes sont poilues et que les gens puent l'oignon et l'ail. Tu sais que comment j'ai appris ce cliché, c'est dans Maman j'ai raté l'avion, où à un moment donné il y a le petit qui parle à son grand frère Buzz, Ouais. et ils disent qu'ils vont en France parce que le truc c'est ils partent en France et Ouais. ils oublient le petit, et avant de partir il y a Le premier, ils partent en France. Ouais, ils partent en France. Putain, ça En fait fait, ils tellement partent, longtemps que j'ai pas vu. ils partent en vacances en France. C'était pas New York, ça. New York, Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. D'accord. Et ils partent en France avec la famille McAllister. Ah oui, parce qu'il y a tout où il parle avec les Exactement. flics et les gens français. Et Ouais, du je coup, me il souviens. dit, le Les son grand frère dit, incompétents. tu crois vraiment que les minettes en France ne se rasent pas les jambes et les aisselles? Et il dit cette phrase-là, et moi je l'avais intégré à 10 ans. Ah ouais. Et je me dis, mais pourquoi il dit ça? Genre, Ouais. c'est pas. Et effectivement, c'est un cliché qui existe à l'étranger et que je Et comprends toujours, je sais pas pourquoi. pas. Ok. D'ailleurs, en parlant d'anglais, encore une fois, ça c'est un autre truc, un sujet un peu plus. Mais est-ce que tu suis le Brexit encore maintenant là, ce qui se passe? Ah non. Et est-ce que le Brexit, alors pour passer une question, est-ce que quand il y a eu le Brexit, c'est un sujet qui t'a ramené à ta nationalité, ou est-ce que tu l'as vécu en tant que Français, entre guillemets? Enfin, tu l'as vécu comment le Brexit de ton point de vue à toi? Un peu comme français, dans le sens où j'habite plus là, donc j'ai suivi un peu le truc. Mais L'Irlande du Nord et non, Irlande, ton passeport, c'est quoi le passeport? donc j'ai la chance que j'ai un passeport européen qui serait toujours européen, c'est l'Irlande du Sud, la Voilà, République c'est ça. irlandaise. Ok. Ok. Et l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni. Ouais, donc, c'est ça. Donc t'as en fait fait, un passeport européen quoi qu'il arrive, même si Brexit C'est ça, ça part en ouais. couille, Ouais. tu peux rester. c'est ça. Et du coup, t'as quand même. C'était quoi ton sentiment quand t'as appris le Brexit Bah, quand même c'était une déception forcément parce que t'en as déjà parlé dans le podcast plusieurs fois, mais je trouve ça dans le monde dans lequel on vit, c'est l'inverse de ce qu'il nous faut en fait. On perd du temps. Il faut être plus solidaire plutôt que essayer de se trouver des barrières. Après, on sait pas. Déjà, on sait pas ce qui va se passer parce que ça va durer 2 ans le truc. On a juste dit on aimerait bien sortir. Là, si on va sortir ou pas, ils ont fait des trucs, ils ont mis une deadline et tout ça. Mais c'est tellement dans les news là-bas que j'en ai marre en fait. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Les questions, ouais alors qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas. Tu vas je sais pas. Ouais. Et je sais pas. On sait pas. Personne sait. Donc arrêtez et laissons-les faire leurs négociations et on en parle après en fait. Ouais. Parce que là on sait pas ce qui va se passer. On sait pas si les Français, les Européens en Angleterre ils vont pouvoir rester ou les Anglais en Europe peuvent C'est rester. dingue parce que quand on parle de tous ces sujets-là, moi à chaque fois j'ai un truc que j'arrive pas trop à exprimer avec des mots, mais qui me vient, c'est de me dire, on dit, on sait pas s'ils vont pouvoir rester parce qu'il faut qu'ils décident et tout, et on parle d'un grand île et de temps en temps, je me dis, tu sais, quand on parle d'environnement, quand on parle de pays qui se coupent de régions du monde, quand on parle de tous ces trucs-là, je me dis, mais c'est qui il? Parce que non, mais tu vois, c'est qui il? Ouais. Mais c'est la vrai. même question que toi. C'est L'Illuminati. qui fait que ce mec-là qui est bien à Londres, il va devoir rentrer en France parce que lui a pris une décision. Genre, c'est qui lui? Est-ce qu'un jour on pourrait pas dire, bah non, en fait, on s'en fout, mais là, après il y aurait un chaos parce qu'effectivement il faut gérer le quotidien et je pense qu'il gère quand même pas mal de choses, même s'ils font beaucoup de conneries. Mais de temps en temps, il y a un grand île général où, de toute façon, mais quand on parle d'environnement, encore une fois, on va pas changer de sujet trop, mais où tu te dis, mais on le voit là, ça y est, c'est fait, c'est objectif. Pourquoi il y a un moment donné, tout le monde se dit pas, ok, c'est parti, on se lance vraiment, les gars, parce que et on dit bah non parce que ça met du temps, parce qu'ils mettent du temps. Qui il? Tu vois ce que je veux dire? C'est assez marrant. Ça me fait penser à quand j'ai postulé pour aller à l'université en Angleterre. Ouais. Quand tu postules, t'as 6 trucs. Au final, t'as 2 choix. Et en fait, c'est basé sur tes notes, ce que t'as eu. Et en fait, j'ai eu les bonnes notes, sauf une. Et en fait, il y a un mec dans un bureau qui a décidé que j'allais pas dans ma première sélection d'université, et j'étais dans le deuxième. Et tout ça a changé ma vie parce que j'aurais jamais peut-être eu mon boulot chez Apple, j'aurais jamais et toute ma vie, c'était un moment où j'avais pas de contrôle sur ce qui se passait. Après, tu peux dire oui, t'auras le contrôle parce que si tu voulais vraiment ton premier choix, t'aurais pu étudier plus et blablabla. Donc oui, peut-être que j'étais en contrôle ou pas, mais je me souviens très bien de ce moment-là. C'était un il ou elle l'effet papillon. dans son bureau qui a dit là. non, et il m'a dit non et je suis parti. Ma vie, elle a pris un autre chemin que j'aurais peut-être pu prendre. Mais qui donc aujourd'hui tu regrettes pas, t'es bien là. Ah, de ouf. Mais un truc vraiment. Et donc Brexit, je sais pas, je trouve ça triste et je trouve ça con, mais après ça se trouve que dans 10 ans ils vont dire c'était la meilleure décision. C'est difficile, c'est toujours avec le rétrospect, non, rétrospectivement, c'est qu'on peut savoir si c'est une bonne chose ou pas. Bah, ça, instinctivement je crois que c'est mauvais, mais jusqu'où je crois que
c'est ça où, Mais où bon, on après- dit ouais le monde va mal et tout ça. Ouais, mais bon, moi j'ai la chance de pouvoir gagner de l'argent en faisant ce que j'ai vraiment envie de faire, les gens, que mes parents ont pas pu faire, Ouais. mes grands-parents encore moins. Donc je me dis que le monde va bien en fait. Ça va, Au c'est- final, moi j'ai il- l'angle. Moi de toute façon, c'est Obama dans certains de ses discours qui m'a retourné le cerveau. Il y a le Mm. discours de Selma en 2015 que j'ai déjà cité, mais que je peux reciter, où il dit de toute façon ceux qui pensent que c'était mieux de vivre dans les années 50 se trompent. Ouais. On a avancé depuis, Ouais. mais ceux qui pensent qu'on est arrivé se trompent aussi parce qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et en fait, Ouais, il part du principe que juste chaque changement met beaucoup de temps à se faire. Moi, je crois pas au changement immédiat. Les gens qui disent bah faut changer demain, non, faut prendre du temps, faut expliquer, faut parler, faut. Ouais. Du coup, ouais, c'est sûr qu'on va dans la bonne direction et qu'on est dans un monde aujourd'hui. qui Ouais, tourne on fait bien. peut-être 10 pas en avant et 8 en arrière, mais on se focalise sur les 8 en arrière. Ouais, ouais. Et on dit putain, on fait 16 pas en arrière et on continue. Mais en fait, on avance quand même. Vers où après Technologiquement, l'environnement, enfin, on fait quand même beaucoup plus que ce qu'on faisait il y a 10 ans en termes de l'environnement. Les grosses compagnies qui font plus attention, le recyclage qui va de mieux en mieux. Enfin, après, c'est sûr que si tu regardes les points négatifs et les infos, c'est que du négatif. C'est ouais, mort, terroriste, on va tous mourir. Ah Et c'est ça. Et donc du coup, on est dans C'est ouf, hein. dans cette boucle-là. Et donc, du coup, comme c'est ça qu'on lit, c'est ça qui est partagé sur Facebook, sur Twitter, c'est ça qu'on parle dans les dîners et tout ça, personne s'assoit pour dire hey mec, tu sais, ma mère, elle habite à 500 km dans un autre pays et je peux prendre mon téléphone et je peux dire hey Siri, call mom. La voir et discuter. Calling mum. Your iPhone's in airplane mode. Ah, c'est un airplane mode, tu vois, je l'ai mis en mode avion. Donc, mais que je peux parler à mon téléphone et je vais voir le visage de ma mère Ouais. en 1 seconde. Ouais. Le temps qu'elle raccroche et qu'elle me décroche, et puis parce qu'elle sait pas quel bouton appuyer. Mais éventuellement, on a une connexion. Tu vas pas la voir tout de suite, tu vas d'abord voir son front. Non, en fait, ce qu'elle me fait à chaque fois, après- ce qu'elle me fait à chaque fois quand je fais un FaceTime, c'est qu'elle arrive elle décroche et elle me met en pause. C'est-à-dire, je crois qu'elle appuie sur le bouton pour revenir au menu Ok. machin. Et je dis, you put me on pause again. I didn't fucking put you on pause. Elle s'énerve vraiment parce que pour elle a rien fait. Je dis, forcément t'as fait un truc. Forcément t'as touché un bouton quand t'as fait ça. Ouais, Mais ouais, donc ça c'est cool parce qu'avant il fallait s'écrire des lettres quoi et attendre 2 semaines. c'est ouf. Ouais, non, mais c'est sûr Donc que ça, tout donc avance. c'est sûr que Petite, une dernière question avant la dernière question. Ouais. Et la dernière question changera par rapport à la question d'avant. Et heureusement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, toi, si tu avais choisi un truc pour la nouvelle génération, tu aurais rien souhaité du tout. ouais, je sais pas, je me sens très coupable et égoïste peut-être en disant ça, mais moi je serais pas là donc. Tu veux des enfants? Je sais pas. Pas sûr. Oui et non, dans le sens où oui, ce serait cool d'avoir une mini version de moi et ma femme. Mais d'un point de vue égoïste, je me trouve très égoïste dans le sens où j'en ai pas envie parce que je sais que tu vis plus pour toi-même, tu vis pour quelqu'un d'autre. Et je sais que ça changerait ma vie et pour le bien, mais j'ai peur en fait Ok. de Ouais, pas je comprends. accomplir ce que j'ai envie d'accomplir avant ça. Et donc du coup, c'est la génération suivante. Pour moi, c'est la question, c'est quand tu vas dans les shots publics, est-ce que tu laves le truc pour la prochaine personne? Bah non, tu la laisses dégueulasse. Donc les gens qui disent ouais, l'environnement pour la prochaine génération, non, toi aussi tu laisses la chiotte dégueulasse. Ah, c'est une Donc super analogie, tu vas ça. laisser le monde pire qu'elle était. Donc Fais-la sur scène, hein, cette analogie. ouais, hein. ça, shots typiquement publics, ça c'est un truc que j'ai pensé et je suis pas assez bon sur scène pour le faire Et parce le que coup des shots publics, je pense que il c'est y a drôle, hein. il y a un truc, une analogie pour moi, c'est tu vas dans les shots publics et personne laisse ça. Mais alors du coup, Mieux la pour question, la c'est prochaine- si le monde c'était des chiottes en or massif, magnifique, nettoyées tous les jours, est-ce que tu aurais envie de la laisser... Enfin, est-ce que ça te donnerait plus envie d'avoir une génération Non, en dessous? c'est ça, mais comme la génération précédente Ouais. l'a fucké pour nous, Ouais, ouais. et ben nous on va dire on va pas ramasser, je vais pas aller nettoyer la merde de quelqu'un d'autre. Mmh. Je vais peut-être moi je Il suis faut assez pas qu'il y ait une génération qui se prenne en main et qui dise bah écoute, Ouais, je génération suis d'accord. sacrifiée, on va nettoyer la merde. je suis d'accord. Et ça sera pas nous. Ce sera pas nous. Mais les gens, ils continuent. Je crois que ce Ouais. sera peut-être nos enfants. Ouais. Parce que déjà, notre génération, il y a plein de gens qui sont vraiment conscients et Ouais, qui qui sont en train. font ça. Mais ouais, moi, quand je vais dans les shots publics et je pisse à côté, bah, je le nettoie. Parce que je me sens. En fait, c'est par honte. J'ai pas envie de sortir et que quelqu'un me chope et qu'il dise ah ouais, c'est lui qui a pissé partout, tu vois. Donc mais ouais, donc c'est l'analogie que j'utilise. Donc je sais pas, la génération
je sais pas, je leur souhaite de Ouais, de toute façon, c'est pas la question, t'inquiète pas. Ouais. T'es pas obligé. Bref, je me sens très égoïste et je sais pas si je suis le seul qui pense ça, mais T'es pas. Non, mais, non, c'est. je serais pas là. Donc, et je suis pas religieux, donc j'ai pas de. Oui. C'était hyper intéressant la conversion avec Hakim Ouais. que là-dessus, tu as ouais. eu sur la Ouais. religion. Ça m'a fait. Je crois que c'est ça en fait que je te parlais dans l'avion Ok. quand j'écoutais ça. Mais ouais, je suis pas très religieux, donc j'ai pas de truc de si je reviens ou si Ouais. j'ai pas une conscience. Je comprends. Je crois que quand je Je vais suis un peu mourir, je vais pareil être à la comme base. avant que j'étais né. Et Bah, puis- c'est un peu ce que je pense. Mais bon, après, effectivement, réécoutez la conversation d'Hakim si vous voulez écouter un petit peu Ouais. sur la religion. Dernière chose sur la France, très rapidement, et après on passera. Non, une question juste en oui ou non, mais s'il y a à la Coupe du Monde France-Angleterre, t'es pour qui? Angleterre. Angleterre. Mais très ma bien. mère, elle est pour la France. Elle est pour tout le monde contre l'Angleterre. Parce que comme elle est irlandaise, Ah, d'accord, ok. elle Ok. déteste l'Angleterre. Ah, c'est Donc drôle. si c'est France-Angleterre, elle m'appelle, elle m'a dit, ah, t'as vu le match? Ah Ouais, ouais, et ils ok. étaient bien la France. Hein. Je dis ouais, ta gueule. Ok, donc Angleterre quand même. Et du coup, très rapidement, et après je poserai la dernière question, mais Macron, comme ça, là, t'as une opinion même pas forcément politique, genre le fait qu'il soit président, t'as le passeport français maintenant? Non. Pas encore? Non. T'es marié avec une Je Française? suis marié à une Tu peux Française, mais l'avoir. ça me décrédibilise de ouf. T'imagines? Ouais, salut tout le monde, je suis anglais, j'habite en France, mais j'ai le passeport français. Mon fonds de commerce, il est mort. Et ouais, rentre chez toi, connard, allez. Ah, t'as fait le passeport français, ok. J'ai pas encore, mais après, s'il y a des conditions dans le monde dans lequel on vit où je serais obligé pour rester en France Ouais, d'avoir ouais. un passeport français, Tu le prendras. je le Mais, prendrais ouais, bien ouais. sûr pour des raisons Pragmatique. ouais, pragmatiques, mais ça veut pas dire que je paye pas mes impôts et puis que Bien j'aime la sûr, bien France. sûr, bien sûr. Voilà. Mais ouais, du coup, non. Macron, une opinion rapide, même juste Ouais, visuellement, son élection, En Marche, qu'est-ce que c'est? Moi, n'importe quoi, genre un truc sur Macron ou pas d'ailleurs, peut-être. Je sais pas parce que je suis pas du tout une personne politique. Ouais, J'aime pas non, je parler de comprends, politique. c'est pour ça, J'ai mais- pas d'avis politique, mais je trouve, moi je l'aime bien. Je sais pas. Il est jeune. Il est jeune. J'ai beaucoup aimé le documentaire qui est sorti après son élection. Les yeux- mais les- vraiment beaucoup aimé Les yeux dans les bleus, ouais. parce que je sais pas, en fait, il semblait, comparé à ce qu'on a vu avec Trump, il semblait une personne normale. Mm. Même si je suis pas d'accord avec des trucs qu'il fait, ou je suis d'accord avec des trucs qu'il fait, et je trouve que c'est une personne, c'est un humain en fait. Ouais. C'est pas un espèce de clown Ouais. ou quelqu'un qui vraiment a des mauvaises intentions. Je sais pas. Au moment où on élit que des caricatures, justement c'est très intéressant. Au moment où le monde élit que des caricatures, effectivement, nous on a plutôt quelqu'un. Ouais. J'irai qui a l'air boire un d'être un verre humain. avec lui pour discuter de la vie et Ouais. des trucs comme ça. Avec Trump, pas du tout. J'irai par curiosité quand même. mais ça serait, Ouais, ça serait bizarre. mais ouais, peut-être. Je pense ouais. que Trump, je le verrais en vrai. Limite, voir en vrai Trump, je crois que c'est très, 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 très bizarre. Imagine là, il est à côté de toi. Je pense que c'est même pas un humain. Il ressemble même pas à un humain en fait. C'est très bizarre. Bon, bref, Ouais. c'est un autre débat. La toute dernière question, et du coup, c'est la nouvelle question que je pose, et ça sera plus ou moins la fin. J'aimerais savoir si tu pouvais aujourd'hui choisir un moment de l'histoire, ce que tu veux. Genre, mais vraiment, il y a 2 jours, une histoire personnelle, ou il y a 100 ans sur une histoire dans la grande histoire, enfin, comme tu le sens. Si tu pouvais revivre ou vivre un moment comme ça, t'irais chercher quel moment de l'histoire et pourquoi plus ou moins? Toi, ça peut être le chute du mur de Berlin. Moi, ça serait la Coupe du Monde 98 par exemple. Tu vois, genre, et je l'ai vécu, mais j'aimerais Mais être tu l'as déjà. dans Tu le sais, Stade moi, de je l'ai France. vécu avec un Français parce que Ok. quand j'étais en Angleterre, ma mère, elle faisait venir des Français chez nous Ok. l'été. Ok. Je sais pas comment ça s'appelle ça, des correspondances. Ouais, des- correspondant, ouais, c'est ça. Et j'étais avec un mec qui s'appelait Guillaume et Ouais. et moi je pleurais quand l'Angleterre s'est fait éliminer parce que Ouais. Beckham il a donné un coup de pied. Ouais, je me souviens très bien. Et donc j'avais fêté ça avec un Français, donc lui il était hyper content et j'étais hyper content pour lui. Mais qu'est-ce que je ferais Un comme moment de l'histoire, ça peut être un spectacle, ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment, genre être à la première scène de Richard Pryor ou avoir vu le mur de Berlin, hein, ça peut être n'importe quoi. Ouais, je crois que c'est le truc qui m'est venu tout de suite à la tête, mais c'est peut-être pas ma réponse finale, mais c'est de vivre un jour à Londres pendant le Blitz, pendant la guerre en fait, Ok. juste pour voir La Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. avec les avions qui bombardaient et que toutes les 2 c'est minutes ouf, hein. ça a bombardé. Et une des raisons que Londres, je trouve, est moche par rapport à Paris en termes de bâtiments, c'est parce que Elle a été tout reconstruite. a été bombardé. Mais j'aimerais bien vivre ce moment-là parce que c'était quand même un moment important dans notre histoire là maintenant Bien sûr. que personne n'a vécu. J'ai vu le film Churchill au cinéma, qui est un film nul d'ailleurs. C'est insupportable, vraiment lent. Mais par contre, effectivement, avec des vrais moments
d'histoire. Et tu vois, effectivement, le Londres des années 40, 41, 42, effectivement, c'était. Et du coup, ouais, t'as de la famille qui a vécu ce moment-là à Londres ou vous étiez pas dans ce truc-là? Non, pas du tout. Mon père, il habitait. Enfin, la famille de mon père, ses parents et ses grands-parents étaient dans le Nord et ma mère était en Irlande. Mais c'est marrant parce que j'en parlais des attentats avec ma mère à Paris il y a 2 ans. Elle s'en foutait complètement. Elle dit ouais, bah moi j'ai vécu pire. Enfin, elle travaillait dans l'hôpital et elle voyait des corps en morceaux tous les jours parce que c'était ta grand-mère, tu dis? Pardon. Non, ma mère. Ta mère? Ouais, c'était au moment de l'IRA et les vrai. troubles entre le nord et le sud de l'Irlande, oui, c'est vrai. où ils se bombardaient entièrement. C'est vrai. Et du coup, elle se marre quand ils disent ouais, les gens ils disent ouais, les musulmans c'est des terroristes. Elle dit bah ouais, mais sauf que moi c'était des catholiques et les protestants en fait. Ouais, donc ça a rien à voir. Donc c'est juste une nouvelle vague de terroristes qui vient d'une autre religion et chaque religion a son tour en fait. Donc elle c'est pour moi ouais, j'aimerais bien retourner à Londres à ce moment-là, juste pour apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Et que les gens là, quand tu vas dans le métro à Londres ou à Paris, ils se plaignent oh la ligne, il y a trop de monde, 4 minutes d'attente pour un métro, putain. Et juste pour dire en fait les gars, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens mouraient à côté. C'est beau ça. Donc, avec Churchill qui avait dit une phrase incroyable à cette époque, et j'en parle parce que tu fais partie de la culture maintenant, tu fais de la culture entre guillemets en faisant du stand-up. Pour moi c'est un art et ça fait partie de la culture. À l'époque de la guerre, il y a le roi qui voulait faire des coupes budgétaires pour mettre de l'argent dans l'armée pour l'Angleterre. Ouais. Il avait dit à Churchill, on va prendre du budget de la culture pour le mettre dans la guerre. Et Churchill lui a répondu, si on prend du budget de la culture, pourquoi faire la guerre ? En gros, c'est cool. C'est beau. Ouais, j'avais jamais entendu cette c'est citation. beau, c'est-à-dire ça sert à quoi de faire la guerre si on enlève la culture en fait, de gagner la guerre si on perd la culture, parce que c'est pour ça qu'on fait la guerre en fait, c'est pour gagner, pour garder la culture. Bah ouais, parce que c'est une culture importante et que voilà, il y a des grands penseurs qui ont amené vers des idées qui sont quand même progressistes et nouvelles. Du coup, effectivement, je trouve c'est une super conclusion. Écoute, le Londres des années 40 pour pouvoir apprécier et pour vivre aussi peut-être avec tes pères un moment effectivement de solidarité, un moment qui devait être très marquant quoi, qui devait être un moment qui fait apprécier ensuite. Le film Dunkerque, ça m'a retourné parce que on connaît l'histoire, mais après c'est de voir ça d'un autre point de vue. En plus, c'est mon réalisateur préféré de film, donc ça c'était vraiment c'est parce que je pense souvent, par exemple, mon grand-père qui vit sa vie encore à 86 ans avec une insouciance et avec c'est un mec qui effectivement a vu son père partir à la guerre et qui a vécu ce moment-là même à 13-14 ans, mais il l'a vécu quoi. Et effectivement, ça donne ça te fait relativiser. Et je pense alors je nous souhaite pas de connaître la guerre, mais par contre je nous souhaite d'avoir cette mentalité post-guerre de putain, c'est passé et maintenant faut qu'on kiffe quoi. C'est ça. C'est clair, c'est ça. Bon bah écoute, merci beaucoup Paul. C'était cool de t'avoir pour le 11e Café Holo 7 et on continue à discuter hors micro. Yes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et voilà, c'était le 11e Café Holo 7, 11e semaine, 11e Café Holo 7. Il y a aussi l'épisode bonus qui est sorti mercredi dernier. Du coup, ça fait 12 épisodes. Merci à Paul d'avoir accepté ton invitation. Paul, comme vous avez compris plus ou moins à travers cette discussion, je le connais depuis hyper longtemps. Il m'a amené dans tous ses projets depuis le début. J'ai écrit pour What the Fuck France, pour What's Up France. J'ai pu faire des premières parties dans des très grandes salles que j'aurais jamais faites sans lui. Donc vraiment merci beaucoup à lui. Si vous voulez aller checker ce qu'il fait, c'est Paul Taylor sur Facebook. Vous pouvez également aller à son spectacle #Franglais qui joue à l'Européen jusqu'à la fin de l'année, ensuite à la Nouvelle Ève. Vous avez peut-être des chances de m'y voir en première partie d'ailleurs si vous venez, donc avec grand plaisir. La semaine prochaine, je bois un café avec Shirley Soignon. Shirley Soignon, c'est un peu pareil que Paul, ça fait partie des personnes qui m'ont beaucoup aidé et inspiré au début quand je me suis lancé dans le stand-up. Elle m'a fait faire ses premières parties en province à une époque où j'avais encore besoin de faire mes preuves. Donc merci à elle et j'ai vraiment hâte de parler du sujet de la semaine et de discuter avec Shirley la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup à vous aussi d'être de plus en plus nombreux à écouter un Café Holo 7. C'est vraiment grâce à vous que je peux continuer à enregistrer un épisode chaque semaine finalement, parce que sans auditeurs ça serait un peu triste. Du coup voilà, ça permet de continuer à donner de la force. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner sur vos applications de podcast, sur vos iPhones ou sur vos smartphones, parce que ça vous permettra d'écouter les épisodes hors connexion dans le métro, quand vous courez dans la voiture. C'est toujours agréable. Voyez ça comme une émission de radio que vous pouvez vous mettre quand vous voulez et sur laquelle vous pouvez mettre pause quand vous voulez et sans publicité. Voilà, donc continuez à consommer un Café Holo 7 en tout cas, et merci beaucoup à vous encore une fois. Merci également à Alicia et John qui créent toute l'identité visuelle d'un Café Holo 7 depuis le début. Merci à Pierre Chagnon qui a lancé sa page incognito avec un 1 à la place du I et un 0 à la place du O. C'est sa nouvelle page Facebook, donc allez checker ce qu'il fait, il fait des sons vraiment de ouf.
Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau café avec Shirley Soignon. Merci et bonne semaine à vous. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, c'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchances, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant les jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.